Hélène Larocque-Jugot, juriste expert en droit de la famille. Je crois que vous préférez vous aussi la table que le pupitre. Je vous laisse vous installer. Vous allez choisir un des micros. Peut-être privilégier le fauteuil au milieu parce que je pense que vous verrez un petit peu mieux la salle. Enfin, après, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, je vous laisse attraper. Voilà, il tourne, c'est le piège. On y est, je vais vous approcher le micro. Je ne sais pas si vous avez besoin. Voilà, ça c'est pour passer les slides. Comme ça, vous avez votre maîtrise du diaporama et maîtrise du temps puisque vous avez le petit chronomètre là en bas. Tant qu'il est vert, c'est qu'on est bon. Quand il passe dans le rouge, c'est que ça va moins bien. Je vais vous laisser opérer votre présentation de 45 minutes et puis à l'issue, on prendra donc les questions de la salle que vous pouvez nous envoyer via le QR code qu'on a affiché tout à l'heure et l'application Livey. Alors, je vais commencer par remercier les organisateurs de leur confiance. Oui, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais vous remplacez au pied levé Bernard Vareille et on vous en remercie grandement parce que dans un laps de temps aussi court, ce n'était pas forcément très simple. Donc, on vous remercie déjà. Alors, donc le sujet qu'il m'a été demandé de vous présenter, c'est les legs en usufruit aux conjoints non mariés, traitement civil et fiscal de la réduction. Alors déjà, le conjoint non marié, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Il me semblait qu'un conjoint était nécessairement marié, donc j'ai supposé qu'il s'agissait du survivant d'un couple non marié, concubin ou partenaire de Pacs généralement. Alors, cette question, je pense, est née du souci de nos clients de protéger le survivant lorsqu'ils viennent acheter un immeuble. Donc l'hypothèse, on la connaît, vos clients viennent acheter, enfin nos clients viennent acheter leur résidence principale le plus souvent. Il va s'agir de concubins, il va s'agir de partenaires de Pacs. Et la question à la sortie du rendez-vous, enfin, ou à la fin du rendez-vous, qui est posée au notaire, c'est de savoir est-ce que le survivant pourra rester dans les lieux au décès du premier? Est-ce qu'il y a un moyen de protéger le survivant? Alors, très souvent, on va proposer le legs en usufruit comme moyen de protéger ce survivant. Et il faut bien entendu se poser la question de l'efficacité de ce legs en usufruit. La grande difficulté, c'est que ici, notre survivant n'est pas marié. Il s'agit d'un conjoint, apparemment, mais pas marié. Et donc, il ne bénéficie pas, comme un conjoint marié, de la quotité disponible spéciale entre époux. Cette protection ou ce maximum que l'on peut conférer au conjoint prévu à l'article 1094.1 du Code civil et qui lui permet notamment de prendre l'usufruit de tous les biens existants. On sait très bien qu'un legs en usufruit au conjoint n'est jamais réductible puisqu'il est toujours dans la limite de cette quotité disponible spéciale entre époux. Donc on peut, sans risque de réduction, léguer au survivant l'usufruit de toute sa maison, voire l'usufruit de toute la succession. Lorsqu'on est en présence d'un concubin ou d'un partenaire de Pacs, ils vont être traités de la même façon d'un point de vue juridique, on n'a pas cette quotité disponible spéciale qui va nous permettre efficacement de protéger le survivant. Alors, donc la première des questions à se poser en présence d'un tel legs, c'est est-ce que le legs est réductible? Est-ce que le legs va être efficace pour que le survivant puisse conserver l'usufruit de la maison qui lui est léguée? Alors, pour répondre à cette question du caractère réductible du legs, il faut avoir conscience du fait que contrairement à ce qu'on a vu parfois, il n'est pas question de capitaliser le legs, c'est-à-dire de considérer que le legs en usufruit doit être évalué en pleine propriété pour être comparé avec la quotité disponible ordinaire, la seule masse sur laquelle pourra s'exercer le legs à l'étranger.
le partenaire et le concubin étant des étrangers au niveau successoral. Donc, la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 juin 2022, est venue consacrer, ce qu'on disait déjà avant, mais est venue consacrer, s'il était besoin, cette règle de l'imputation en assiette. Ça signifie que lorsqu'on a un legs en usufruit, on doit l'imputer sur l'usufruit de la quotité disponible et donc raisonner sans tenir compte de l'âge du légataire. On va regarder si ce legs en usufruit porte atteinte à la réserve, puisque les réservataires doivent pouvoir jouir de leur réserve en pleine propriété, ils doivent recevoir leur réserve libre de charge, dit-on, et donc on va imputer ce legs en usufruit sur l'usufruit de la quotité disponible. Alors, pour que ça soit un petit peu plus facile à expliquer, je vous ai fait un petit schéma en prenant un exemple. Alors, un exemple très simple. J'aime les exemples simples qui permettent de mieux comprendre. Donc, imaginons un défunt qui laisse 2 enfants et un concubin. Ce concubin a été institué légataire de l'usufruit de la maison. Alors, ce beau rectangle bleu, ça correspond au patrimoine de mon défunt. Donc, vous avez l'usufruit en haut et la nue propriété en bas. Son patrimoine, il est composé des biens pour 600 000 €, en ce compris la maison qui a été léguée en usufruit à la légataire. Donc, je récapitule, mon défunt a un patrimoine de 600 000 €. Il a, je ne l'ai pas dit, 2 enfants, pardon. Et il a légué l'usufruit de la maison à son concubin, la maison valant 300 000 € en pleine propriété. Alors vous conviendrez avec moi qu'en l'absence de donation entre vifs, la masse de calcul de la quotité disponible ici ne va comprendre que les biens existants pour 600 000 €. J'ai 2 enfants, une quotité disponible d'1 tiers, 200 000 €, une réserve globale de 2 tiers, 400 000 €, réserve individuelle, 200 000 €. Donc, ma quotité disponible ordinaire est ici de 200 000 €. Or, le legs porte sur l'usufruit d'une maison qui vaut 300 000 €. Ce raisonnement en assiette m'amène à constater que je vais pouvoir léguer l'usufruit à hauteur de 200 sur la QD, mais que pour les 100 supplémentaires, la maison vaut 300 et ma QD est de 200. Donc, je mesure ici un excès de 100. Ici, mon legs de l'usufruit de la maison qui vaut 300 va pouvoir s'imputer sur l'usufruit de la QDO à hauteur de 200, mais il va y avoir ensuite un excès à hauteur de l'usufruit de 100. Donc ici, vous avez vu que je n'ai pas tenu compte de l'âge du légataire. Il n'est pas question de capitaliser le legs pour dire, bon, puisque l'usufruit du légataire vaut 50% compte tenu de son âge, la maison vaut 300 000, je fais 300 000 fois 50%, ça fait 150 000. 150 000, c'est inférieur à la QDO de 200 000, ça passe. Non, ça ne passe pas. Ici, il n'est pas question de pratiquer comme ça, et on constate que le legs est réductible. Alors, pour rappel, la loi du 24 août 2021 a renforcé les obligations de conseil du notaire lorsqu'il constate que des héritiers réservataires peuvent subir une atteinte à la réserve. Cette obligation d'information à délivrer par le notaire a été inscrite dans le Code civil à l'article 921, et donc le notaire constatant une atteinte à la réserve se doit d'avertir individuellement les réservataires de ce risque d'atteinte à la réserve. Alors ici, on a constaté que le legs ne va pas pouvoir s'exécuter, il est réductible. Concrètement, a priori, le légataire ne va pas pouvoir rester dans les lieux, mais ça n'est pas si simple. Lorsque on a constaté que le legs était réductible, en raisonnant en assiette, comme on vient de le voir, on va devoir appliquer l'article 917. Alors, sauf s'il a été écarté, je vais l'envisager après, ou s'il ne s'applique pas, mais a priori, ici, dans mon exemple, va s'appliquer l'article 917 du Code civil. L'article 917 dispose que si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la QD, les réservataires ont l'option soit d'exécuter la disposition, soit de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. Ça veut dire que lorsqu'on est en présence d'un
d'une libéralité en usufruit réductible, ce qu'on vient de constater, eh bien, les réservataires ont une option. Soit ils vont laisser s'exécuter le legs, c'est-à-dire ils vont consentir à ce que le legs s'exécute sans réduction. Le légataire n'aura pas à verser d'indemnité de réduction, il va pouvoir rester dans les lieux. Ou alors, s'ils ne veulent pas ça, ils vont devoir abandonner la QDO en pleine propriété. C'est-à-dire qu'on avait un legs en usufruit et il leur est permis de ne pas laisser s'exécuter le legs, mais ils devront alors, à titre de sanction, abandonner la quotité disponible ordinaire en pleine propriété. Donc on voit que cette disposition, elle est finalement assez favorable au légataire, parce que soit il va pouvoir conserver son legs en usufruit sans réduction, sans verser d'indemnité, soit il va recevoir toute la QDO en pleine propriété. Si je reviens sur mon schéma précédent, ça veut dire qu'ici, soit le légataire va pouvoir garder l'usufruit des 300 000, alors qu'on sait que ça porte atteinte à la réserve, et il n'aura pas d'indemnité à verser, soit il va recevoir toute la QDO, c'est-à-dire 200 000 € en pleine propriété. Donc ça paraît favorable au légataire. La difficulté, c'est que ce n'est pas lui qui décide. C'est les réservataires qui ont ce choix entre laisser s'exécuter le legs ou abandonner la QDO. Autrement dit, ils ont le moyen d'abandonner la QDO, on se retrouvera alors en indivision et ils pourront provoquer le partage et le concubin ne pourra pas rester dans les lieux si le bien ne lui est pas attribué ou s'il n'a pas les moyens de racheter la maison. Donc ce n'est pas très sécurisant pour le légataire. Alors maintenant on va voir comment on va traiter fiscalement cette succession. Parce que je martèle souvent en formation que la déclaration de succession ne peut pas se faire en franchise de l'application des règles civiles. On est obligé d'appliquer les règles civiles, y compris lorsqu'on est en train de faire la déclaration de succession. Et donc ici, on voit bien que le calcul des droits de succession, il va dépendre, quand l'article 917 s'applique, de l'option qui va être prise par les enfants. Alors, première hypothèse, on a des enfants qui vont laisser s'exécuter le legs. On peut imaginer que ce sont des enfants communs avec le concubin survivant et ils se disent on ne va pas chasser maman, on va la laisser dans les lieux. Ils décident de laisser s'exécuter le legs. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la légataire, elle va garder ici l'usufruit de la maison qui vaut 300 000 alors qu'on sait que c'est réductible. Quel sera son actif taxable? L'administration fiscale va tenir compte de l'application de ces règles civiles. La légataire reçoit l'usufruit d'une maison qui vaut 300 000, elle va être taxée sur l'usufruit d'une maison qui vaut 300 000. Et ici, en application du barème fiscal, on va valoriser son legs. Cette fois-ci, vous avez droit d'utiliser le barème fiscal puisqu'on est en train de calculer les droits de succession. Et donc, on va valoriser son legs. Si son usufruit vaut 50%, on va évaluer le legs à 150 000 €. Elle va être taxée sur 150 000 € s'il s'agit d'une concubine. S'il s'agit d'une partenaire de Pacs, elle sera exonérée. Et bien entendu, les enfants vont être taxés sur le surplus, c'est-à-dire la pleine propriété des autres biens que la maison, plus la nue propriété de la maison. Ici, c'est très simple, chacun est taxé sur ce qu'il reçoit réellement, mais sur ce qu'ils reçoivent en application des règles civiles, et donc en fonction de l'option qui a été prise par les réservataires. Donc il ne serait pas question, par exemple, dans la DS, de se dire elle a l'usufruit de la maison, je la taxe là-dessus, sans se poser la question de savoir quelle est l'option prise par les enfants, ce qui suppose qu'ils se prononcent, ce qui suppose peut-être qu'on recourt au juge si les enfants sont mineurs. Enfin, il y a un certain nombre de choses à vérifier. Maintenant, la deuxième alternative, les enfants préfèrent abandonner la QDO. Il n'est pas question que la légataire reste dans les lieux, elle a le même âge qu'eux, ils n'ont pas envie d'attendre, ils préfèrent abandonner la QDO et qu'on fasse un partage. Eh bien, dans ce cas-là, l'administration fiscale va en tirer toutes les conséquences pour la perception des droits. La légataire qui va recevoir toute la QDO en pleine propriété, donc ici 200 000 dans mon exemple, va être taxée sur 200 000, exonérée si elle est pacsée, et les enfants vont être taxés
sur ce qu'ils reçoivent réellement, c'est-à-dire leur part de réserve, ici 400 000 euros ensemble ou 200 000 euros par enfant. Donc, il est important de constater que la taxation s'opère en application des règles civiles. C'est vraiment important. On n'a pas d'une part les règles civiles de partage qui obéissent à des règles issues du Code civil et d'autre part une déclaration de succession qui serait complètement déconnectée de ces règles civiles. Alors, il peut également survenir que l'article 917 ne s'applique pas. L'article 917 ne va pas s'appliquer s'il a été écarté déjà par le testateur, puisqu'il n'est pas impératif. Le testateur est libre d'écarter l'article 917. L'article 917 du Code civil ne s'appliquera pas non plus s'il existe des libéralités en pleine propriété. Et oui, on ne peut pas dire aux enfants d'abandonner la QDO si elle a déjà été donnée ou léguée à d'autres. Donc, dès lors que vous aurez un legs en pleine propriété, ne fût-ce que le legs en pleine propriété des meubles meublants, accolé au legs de l'usufruit de la maison, eh bien, dans ce cas-là, l'article 917 est écarté. Comment va-t-on alors régler la succession? Eh bien, on est en présence d'un legs dont on a constaté qu'il était réductible. Vous savez que depuis la loi du 23 juin 2006, l'article 924 prévoit une réduction en valeur. Concrètement, l'allégataire va pouvoir rester dans les lieux, va pouvoir conserver l'usufruit de la maison qui lui est léguée, à charge de verser une indemnité de réduction. Pour calculer cette indemnité de réduction, on va appliquer les règles civiles, bien sûr, et donc les valeurs civiles. Vous savez que le passif, quand on calcule la quotité disponible et la réserve, n'est pas le passif qui va servir de base à la détermination de l'actif taxable. Vous savez que les valeurs ne seront pas nécessairement les mêmes parce que, par exemple, d'un point de vue fiscal, on va appliquer la décote de 20% sur la résidence principale, alors que quand on va calculer la QD et la réserve, bien entendu, on va prendre le bien pour sa valeur vénale. Donc on va déterminer civilement l'indemnité de réduction qui est due. Pour cela, on va déterminer le taux de réductibilité. Ici, on a légué l'usufruit d'une maison qui vaut 300, alors que la quotité disponible est de 200. Donc, en valeur d'essai, ça va générer une indemnité de réduction de 100. Et si on devait aller jusqu'au partage et réévaluer au partage, on déterminerait que cette libéralité est réductible pour 100 sur 300, autrement dit pour un tiers. Une fois qu'on a déterminé le taux de réductibilité, donc ici un tiers du legs, là, pour calculer l'indemnité de réduction, vous allez pouvoir capitaliser le legs pour pouvoir calculer cette indemnité. Donc ici, si l'usufruit vaut 50%, alors on parle bien sûr d'un usufruit économique, donc si l'usufruit vaut 50%, l'indemnité de réduction va être égale à l'usufruit de 100 000, donc 50 000. Alors, lorsqu'il s'agit de taxer cette déclaration de succession, c'est comme tout à l'heure, on va tenir compte de l'application de ces règles civiles. Puisque l'article 917 a été écarté, qu'on a déterminé que le legs allait s'exécuter et serait réductible en valeur, on va taxer chacun en fonction de ce qu'il reçoit. L'allégataire qui reçoit l'usufruit d'une maison de 300 000, qu'on a valorisé à 150 000, doit une indemnité de réduction de 50 000. Ses droits sont donc de 100 000 euros. Eh bien, elle va être taxée sur 100 000 euros. Attendez, je ne serais pas en train de vous dire une bêtise, là. Non, c'est ça. Elle a un legs de l'usufruit de 300 000 qu'on valorise à 50%, 150 000, à charge pour elle de verser une indemnité de réduction de 50 000, donc ses droits sont bien de 100 000. Donc s'il s'agit d'une partenaire de Pacs, elle va être exonérée. S'il s'agit d'une concubine, elle va être taxée à 60% sur 100 000. On parlait tout à l'heure des mariages d'amour. Là, il faudrait au moins se paxer pour éviter cette taxation à 60%. Les enfants vont être taxés sur l'actif recueilli, c'est-à-dire les 600 000 d'actifs moins le bien légué valorisé à 150 000, plus l'indemnité de réduction qui leur revient
soit 500 000 €. On voit ici que lorsqu'on est en présence d'un legs réductible, l'indemnité de réduction va certes être taxable au nom des réservataires, puisque c'est la part qui leur revient dans la succession, outre les biens non légués. Mais cette indemnité est déduite de la part du légataire. Notre actif taxable ici, il va donc bien être égal au bien existant. On a 600 000 d'actifs et le montant total taxable, c'est 600 000 €. On constate ici que le traitement fiscal de l'indemnité de réduction d'un legs est différent du traitement fiscal de l'indemnité de réduction d'une donation. Souvenez-vous, quand on est en présence d'une donation qui est réductible, on a fait une donation hors part, on a fait une donation partage inégal qui est réductible. L'indemnité de réduction, dans ce cas-là, à la condition que la réduction soit demandée, bien sûr, l'indemnité de réduction va être ajoutée à l'actif taxable et ne pourra pas ensuite être déduite, comme on le fait en présence de donations rapportables. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une donation réductible, l'indemnité va gonfler l'actif taxable. L'actif taxable, ça sera les biens existants plus l'indemnité de réduction. Alors que quand on est en présence d'un legs réductible, le legs est certes taxable au nom des enfants, mais il est déduit de la part du légataire. Donc l'actif taxable, ici, c'est les biens existants et pas plus. Donc on voit ici qu'on a un traitement différencié de l'indemnité de réduction d'une donation ou d'un legs lorsqu'il s'agit de calculer les droits de succession. Alors, je l'ai dit très rapidement, cette réduction du legs ne va être prise en compte pour le calcul des droits de succession que si la réduction est effectivement demandée. Contrairement au rapport qui est de droit, la réduction suppose une demande. Et donc, si les réservataires ne demandent pas la réduction, ici les enfants disent à la légataire, on va consentir à l'exécution du legs, on ne va pas demander la réduction, eh bien l'administration fiscale ne pourra pas traiter d'office cette réduction. Il faut que les héritiers réservataires la demandent et l'administration ne peut pas l'imposer. Alors, bon, c'est bien gentil ce que vous nous racontez là, mais le legs, il est réductible, donc soit elle doit verser une indemnité, elle n'a peut-être pas les moyens. Bon, concrètement, comment on fait pour protéger notre client là, qui vient acheter sa maison avec sa jeune partenaire de Pacs et qui veut faire un legs en usufruit? Comment va-t-on pouvoir assurer au survivant qu'il pourra rester dans les lieux? Puisque c'était la problématique de base. Alors, le premier conseil, ça ne va pas plaire à tous vos clients, c'est de se marier. Bah oui, parce que s'ils se marient, ils auront un droit, le survivant bénéficiera du droit viager au logement, bon, sauf s'il en a été privé par testament authentique, bien sûr, mais la loi le prévoit. Par le biais d'une libéralité, on pourra lui léguer l'usufruit sans aucun risque de réduction, puisqu'il bénéficie de la quotité disponible spéciale, lui permettant de recevoir l'usufruit de toute la succession, donc a fortiori l'usufruit de la maison léguée. Bon, alors votre client ne veut pas se marier, très bien. Alors, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est écarter l'article 917, donc pour revenir au principe d'une réduction en valeur, et souscrire un contrat d'assurance vie au profit du concubin pour qu'il ait les moyens de verser l'indemnité de réduction. Alors ça, c'est une solution. Bon, encore faut-il qu'il y ait de quoi verser, enfin souscrire un contrat d'assurance, mais ça peut être une piste. Et puis, bon, ça ne marche pas. On peut peut-être essayer de mieux rédiger le testament. Ici, on voit que quand s'applique l'article 917, c'est assez favorable au légataire, puisque soit il va garder son usufruit sans réduction, soit il va recevoir toute la QDO en pleine propriété. Mais ce n'est pas lui qui choisit. Eh bien, pourquoi on n'inverserait pas l'option? Pourquoi dans un testament, on ne prévoirait pas un legs alternatif? On va léguer l'usufruit au partenaire ou au concubin, mais si la réduction est demandée, je lui offre la quotité disponible ordinaire. Ou un simple legs alternatif, je lui lègue au choix l'usufruit de la maison ou la QDO.
Et c'est lui qui choisira le moment venu, en fonction du calcul qu'on aura fait d'une indemnité à verser, en fonction des liquidités dont il dispose pour racheter la part de l'immeuble, en fonction de l'âge qu'il aura à ce moment-là, de l'opportunité pour lui de garder la maison ou pas. À ce moment-là, il pourra choisir entre la QDO ou l'usufruit. Imaginons que la maison à 4 étages ne convienne plus du tout à madame qui commence à vieillir. Elle pourra préférer la QDO, qu'on vende la maison et qu'elle prenne sa part en pleine propriété. Bon, il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est le mariage. Mais on a peut-être moyen d'essayer de travailler les clauses de nos testaments pour essayer de coller aux aspirations de nos clients le mieux possible. Donc, si je devais conclure, on se doit de conseiller au mieux nos clients en fonction de leurs préoccupations. Ça suppose de connaître les règles civiles de liquidation, notamment l'article 917 et le mode de calcul de la réduction. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que la déclaration de succession se fait en application des règles civiles. Nombreux sont les exemples où on pense pouvoir calculer les droits en déconnexion des règles civiles. Je donnerai qu'un exemple, parce que les logiciels ne le font pas très bien. Quand vous avez un conjoint qui est bénéficiaire d'une donation entre époux et qu'il opte pour un quart, trois quarts, et quand votre logiciel vous calcule les droits du conjoint par simple application d'un quart, trois quarts des biens existants, ça pose un petit souci. Lorsque le conjoint, alors s'il n'y a pas eu de donation entre vifs, je vous l'accorde, c'est pareil. Mais s'il y a eu des donations entre vifs, on est bien d'accord que lorsque le conjoint opte pour un quart, trois quarts, c'est la quotité disponible spéciale qu'il est en train de revendiquer. La quotité disponible spéciale, on la calcule par comparaison avec la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve de l'article 922. Donc, si vous calculez un quart, trois quarts des biens existants dans votre déclaration de succession alors qu'il y a eu des donations entre vifs, votre calcul, il est complètement faux. Alors, vous pourrez me dire, bon, on s'en fiche, le conjoint, il ne paye pas de droits. Oui, c'est vrai. Mais si vous vous trompez sur le calcul des droits du conjoint, inéluctablement, on va se tromper sur ce qui revient aux enfants et sur quoi ils vont être taxés. Et alors, une petite anecdote d'un dossier. Si, par mégarde, on se trompait lors de l'établissement de la déclaration de succession et qu'on veut faire une déclaration rectificative, parce qu'on est bien sûr de notre droit, l'administration a tendance un petit peu à faire comme s'ils ne comprenaient pas. Et on n'arrive pas à leur faire entendre, alors avec tout le respect que je dois à nos collègues des impôts, simplement, je crains que ce soit beaucoup plus difficile dans le cadre d'une DS rectificative d'obtenir la restitution des droits que si on fait le calcul bien dès la première fois. Donc, il faut être vigilant dans vos calculs et bien appliquer les règles civiles. Alors là, je vous ai parlé d'un conjoint qui avait une donation entre époux. On peut aussi avoir un conjoint qui a une vocation légale du quart en PP. Le quart en PP, ça ne se calcule pas par référence au simple bien existant, 758.5 du Code civil. Il faut déterminer une masse de calcul, une masse d'exercice, etc. C'est la même chose. Il faut absolument appliquer les règles civiles dans vos déclarations de succession. Et ce sujet était un bon moyen pour moi de vous le rappeler. Et donc, je vous remercie. Merci à vous, Hélène Raroc-Jugot, pour cette présentation. Vous allez rester avec moi puisqu'il y a quelques questions qui nous sont parvenues via l'application. On va pouvoir vous les soumettre tout de suite. Il nous reste largement le temps. En définitive, n'est-il pas préférable d'instituer le partenaire légataire universel afin de lui permettre de cantonner ou de conserver à coup sûr le lien à charge d'indemniser en valeur les réservataires? Bon, je vous laisse lire la suite. De toute façon, tout le monde le voit. Donc Alors, il est certain que lorsque le partenaire est légataire, il va pouvoir cantonner. Donc, alors,
le problème du cantonnement, c'est qu'il y a deux théories sur le cantonnement. Alors, je suis très très mal à l'aise de parler devant le professeur Grimaldi. Il n'est pas là. Bon, ok. Il avait un petit truc à préparer pour son intervention, oubliez-vous. Parce qu'il y a deux thèses en matière de cantonnement. Il y a les auteurs imminents qui considèrent que le cantonnement est nécessairement une réduction en assiette. C'est-à-dire que si j'ai légué toute la succession et que je veux la maison qui représente les 3/4, en cantonnant à 3/4 des biens, je serai en indivision sur la totalité de l'actif. J'aurai 3/4 de l'actif, mais je serai en indivision. Donc après, je ne suis pas sûre de me faire attribuer la maison. Ça va être soumis aux aléas du partage. Et puis, il y a la deuxième thèse du professeur Le Guidec, par exemple, à Nantes, qui considère que par le biais du cantonnement, on peut dire « je prends la maison et je laisse le reste ». Ça serait une sorte de réduction sur mesure faite par le légataire. Alors évidemment, si on admet cette deuxième thèse, on peut faire un legs universel, il cantonnera, il prendra ce qu'il veut dans la mesure de ses moyens pour payer une indemnité de réduction. Mais si la première thèse demain l'emporte en jurisprudence, on n'aura pas ce résultat. Alors on pourrait faire un testament qui lègue 1, l'usufruit de la maison, 2, qui fait un legs universel. Et puis on peut très bien faire plusieurs legs et le légataire choisira celui qui lui convient. Ça c'est possible, ça il n'y aura pas de souci. On va prendre une autre question. Que pensez-vous du prêt à usage du bien pour éviter le legs en usufruit tout en protégeant le concubin? Le legs d'un droit d'usage et d'habitation doit-il être imputé en assiette ou en valeur? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Le legs d'un droit d'usage et d'habitation est imputé en assiette comme un legs en usufruit. Parce que l'idée, elle est la même, c'est que le réservataire, il doit avoir sa réserve en pleine propriété, libre de toute charge. Donc, qu'on ait légué un usufruit ou un droit d'usage, si on reprend mon petit schéma, ça peut porter que sur la QDO. Après, la seule différence, c'est que la valorisation du droit d'usage n'est pas la même que l'usufruit, donc l'indemnité de réduction qui sera due sera moindre, mais le taux de réductibilité il sera le même. Alors, quant au prêt à usage, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais je crains que quand on fait un commodat, soit il est à durée indéterminée et on peut y mettre fin à tout moment. Ça veut dire qu'au décès du prêteur, les héritiers peuvent mettre fin au commodat. Le légataire n'est pas tellement protégé. Soit il faut prévoir une durée déterminée et ça ne peut pas être la vie du bénéficiaire. Donc moi, j'ai beaucoup de mal avec ce conseil consistant à faire un commodat. Je ne suis pas du tout convaincue que ça va protéger le survivant. Merci pour cette réponse. Comment remplir l'obligation d'information renforcée envers des héritiers mineurs dont l'administrateur légal unique est le bénéficiaire du legs en usufruit? Ah ben là, il est bien entendu que si l'héritier est mineur sous administration légale du légataire, il y a une opposition d'intérêt et qu'il va falloir faire désigner un administrateur ad hoc. De toute façon, dans le cadre, par exemple, du 917, le réservataire a une option. Ici, ce n'est pas l'administrateur légal qui va prendre l'option au nom des mineurs. C'est le fait de prendre l'une ou l'autre des branches de 917, ça consiste à renoncer à l'autre. Donc pour moi, c'est assimilé à la renonciation à un droit. Il faut l'autorisation du juge de toute façon. Et ici, la requête, elle sera nécessairement, elle va émaner d'un administrateur ad hoc. Ça ne peut pas être le parent. Alors, suivante. En présence d'enfants mineurs, l'abandon de la quotité disponible ordinaire étant potentiellement dommageable pour les réservataires, en ne raisonnant qu'en valeur, le juge des tutelles ne risque-t-il pas de s'y opposer? De toute façon, il va falloir choisir l'une ou l'autre des options. Je pense que dans la pratique, les juges sont assez favorables à laisser s'exécuter le legs, surtout quand les enfants sont les enfants du survivant. On ne va pas chasser la mère des enfants, d'autant que ça consisterait à mettre les enfants dehors. Donc je pense que l'option pour laisser s'exécuter le legs est assez généralement choisie.
Maintenant, c'est comme beaucoup de questions, chaque juge a sa façon de voir les choses et on ne peut pas préjuger de ce qu'il va décider. Après, on peut essayer de... La personne qui va faire la requête peut quand même solliciter une option en argumentant que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais c'est le juge qui aura le dernier mot. Encore 2 questions pour vous, Hélène Rarroque-Jugot. La prescription de l'action en réduction 5 ans est-elle suspendue en cas de non-exécution de l'obligation d'information incombant au notaire en application de l'article 921 alinéa 3 du Code civil? Alors là, il y aurait beaucoup à dire. Déjà, c'est une action en réduction. C'est une action en réduction. La loi du 23 juin 2006 a réduit considérablement le délai d'action en réduction pour les donations autres que les donations partage, puisque désormais l'article 921 alinéa 2 prévoit un délai de 5 ans, mais il faut lire le texte jusqu'au bout. On sait que c'est un délai de 5 ans qui peut aller jusqu'à 10. Si l'héritier réservataire ignore l'atteinte à ses droits. On a vu également, professeur Grimaldi a relaté tout à l'heure le fait que la prescription est suspendue pendant la minorité. Alors, cela étant dit, est-ce que le défaut d'information suspend la prescription? Ça, c'est sûr que non. Si on oublie d'informer les réservataires, le délai court néanmoins contre eux, mais ils auront une action en responsabilité contre vous pour défaut de conseil. Mais ça ne va pas modifier le délai de prescription. Ça, c'est sûr que non. Merci à vous. Je rappelle que vous pouvez encore poser vos questions hein, s'il y a des choses qui ne sont pas complètement claires ou qu'on a envie d'avoir une précision supplémentaire, n'hésitez pas. Nous avons une autre question, je crois. Que se passe-t-il si les héritiers ne sont pas d'accord sur le sort à réserver aux legs en usufruit? Alors j'espérais qu'on ne me poserait pas cette question. Ah zut. Merci, je ne sais pas qui je dois remercier de me poser cette question. La personne à qui vous avez dit peut-être de ne pas poser la question. Alors j'ai le souvenir d'avoir fait de longues recherches pour répondre à cette question à l'époque où j'étais au Cridon. Je ne me souviens plus trop de la réponse, mais il me semble que, puisque depuis la loi du 23 juin 2006, les options sont divisibles. Lorsque vous avez par exemple des petits-enfants qui viennent en représentation d'un enfant, ils peuvent, au nom de leur auteur, exercer une option différente. Donc je pense qu'ici, on peut avoir l'un qui veut laisser s'exécuter le legs en usufruit et l'autre qui abandonne la QDO. Mais alors là, pour liquider la succession, j'aurais envie de vous dire appelez le Cridon, comme j'y suis plus. Appel à un ami, donc. Là, il faudrait quelques recherches pour répondre sérieusement à cette question. Je ne me rappelle plus de la réponse. Je crois qu'il y a un arrêt ancien sur cette question, mais j'avoue que je ne me souviens plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Voilà, on a noté qu'il fallait donc appeler un ami sur cette question. On va vous remercier, Hélène Rarroque-Jugot. On vous retrouve tout à l'heure